OK, aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable. On va décortiquer une campagne numérique d'une sophistication vraiment folle, née d'une grosse controverse médiatique en Belgique. C'est l'histoire d'une véritable insurrection citoyenne, mais pas dans la rue. Non, celle-là s'est faite avec des lignes de code comme armes puis des données comme munitions. Alors, comment tout ça a commencé? Bien, avec cette simple question. C'était le titre d'un documentaire à la télé belge qui a vraiment été l'étincelle. Un type, disons-le, assez provocateur qui a mis le feu aux poudres. Et ça a déclenché une réaction en chaîne que personne, mais vraiment personne, n'avait vu venir. Et l'impact au début, ouf, il a été massif. On parle de 410 000 téléspectateurs. C'est énorme. C'est le nombre de personnes qui ont reçu ce message-là, qui ont vu cette émission. Ça donne une idée de la portée de ce que beaucoup ont perçu comme une attaque directe contre les personnes les plus vulnérables. Donc, cette émission-là, ça n'a pas juste créé un débat, là. Non, non, ça a carrément déclenché une insurrection, mais une insurrection numérique, une réponse citoyenne d'une ampleur et surtout d'une organisation qu'on n'avait jamais vue avant. Alors, face à ce que ce groupe-là a vu comme une pure manipulation des médias, il y a une entité qui est sortie de l'ombre. Puis ce n'était pas un groupe de manifestants ordinaires, là. C'était plutôt un genre de fantôme numérique, un collectif qui a bâti ce qu'ils ont appelé eux-mêmes une contre-institution numérique citoyenne. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'était quoi leur motivation? Bien, cette citation-là résume tout. Pour ce collectif, le documentaire, c'était juste le symptôme d'un problème bien plus gros. Ils voyaient une sorte de collusion entre les médias et l'État pour en gros déposséder les citoyens. Un système où la richesse, au lieu d'être redistribuée vers le bas, allait à l'envers, des pauvres vers les riches. OK, alors, comment on s'organise pour riposter à ça? Eux, ils ont bâti une vraie forteresse numérique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va décortiquer ensemble l'architecture de cette résistance, et franchement, c'est fascinant. Leur stratégie était juste brillante. Ils ont tous séparé en deux. D'un côté, on a Waveview. Ça, c'est la face publique, le site éducatif fait pour que Google le trouve facilement et pour qu'il soit partout sur le web. Puis de l'autre côté, il y a YannKeep. Ça, c'est le centre de commandement secret, le QG, complètement invisible pour les moteurs de recherche. Le but, protéger leurs données puis leurs stratégies. Le plus fou dans tout ça, c'est que cette forteresse, elle a été construite sur un principe radical. Un coût d'infrastructure de 0 €. Rien, nada. En utilisant des technos gratuites mais super efficaces, comme des générateurs de sites statiques puis GitHub Page, le collectif est devenu complètement immunisé à la pression financière. C'est simple, tu ne peux pas couper les vivres à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et ce choix des technologies, c'était pas juste pour l'argent, c'était aussi un bouclier juridique hyper intelligent. Ça s'appelle la résilience asymétrique. En gros, en mettant toutes leurs données sur les serveurs de GitHub, qui sont aux États-Unis, ils ont créé un véritable casse-tête légal pour les autorités belges. Pour les faire fermer, il aurait fallu des procédures internationales super compliquées. Résultat, l'opération était pour ainsi dire intouchable. Bon, une fois la forteresse bien en place, c'était le temps de passer à l'attaque. Mais attention, pas avec des opinions, pas avec des slogans, non. Leur arsenal, c'était des données. Des données brutes, froides, puis surtout irréfutables. Et voici quelques-unes de leurs munitions de données. Chaque chiffre venait démolir l'idée de base du documentaire. Au lieu de montrer des fraudeurs, ils ont montré un système qui ne fonctionne pas. On parle de 120 000 personnes exclues du chômage, de près de 2,5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide médicale spéciale. Et le chiffre le plus frappant, un taux de non-recours de 76 %. Ça veut dire que le vrai problème, ce n'est pas la fraude, c'est les 3/4 des gens qui ont droit à de l'aide et qui ne la reçoivent pas. Mais s'il y a un chiffre qui frappe, c'est celui-là. Le ratio entre la fraude fiscale et la fraude sociale en Belgique. Tenez-vous bien, 152 contre 1. Ça veut dire que pour chaque euro de fraude sociale, il y en a 152 en fraude fiscale. Le documentaire, en se concentrant juste sur le 1, oubliait, comme par hasard, de parler du 152. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée aux données. Oh que non! Le collectif a lancé une véritable guerre de déconstruction massive. Ils se sont battus sur plusieurs fronts en même temps. C'était une offensive totale. Leur stratégie était vraiment bien pensée. Elle reposait sur 3 piliers, 3 fronts. D'abord, la guerre juridique, pour attaquer la légitimité de l'autre camp. Ensuite, la guerre psychologique, pour briser l'espèce d'emprise que les médias peuvent avoir. Et finalement, la guerre culturelle, pour prendre des chiffres froids puis les transformer en histoires qui frappent l'imaginaire. OK, le front juridique. Ici, ils ont utilisé une tactique connue sous le nom de lawfare, ou guérilla judiciaire. C'est malin. Ils ont déposé plein de plaintes qui coûtaient rien à faire auprès de toutes sortes d'organismes officiels. Le but, ce n'était pas nécessairement de gagner en cours. Non, le but, c'était d'épuiser l'adversaire, de l'enfoncer dans la paperasse puis de nuire à sa réputation.
Maintenant, le front psychologique. Ils ont même inventé un mot pour ça, la désidération. L'idée, c'est que les grands médias peuvent parfois créer un état de choc, un genre de paralysie de la pensée. Alors leur but, c'était d'éduquer les gens, de leur donner les outils pour comprendre les techniques de manipulation, puis en quelque sorte les vacciner contre ça à l'avenir. Et on arrive au troisième front, la guerre culturelle. Et c'est là, franchement, qu'ils ont été le plus créatifs. Ils ont créé ce qu'ils appellent des artefacts culturels. Le premier exemple, une relecture de l'enfer de Dante. Rien de moins. Imaginez, ils ont carrément redessiné les 9 cercles de l'enfer pour illustrer l'exclusion sociale en Belgique. C'est un voyage qui part des travailleurs pauvres et qui descend jusqu'au plus profond de l'abandon social. Là, un genre de Satan allégorique dévore les corps des malades et des chômeurs. C'est une façon extrêmement puissante de prendre des données sur la précarité et de les rendre viscérales, de faire sentir le truc. Autre exemple, tout aussi fort, un mash-up complètement inattendu entre le jeu vidéo post-apocalyptique The Last of Us puis le fameux roman de Kerouac Sur la route. Dans leur version, le virus qui transforme les gens en zombies est remplacé par la politique d'activation du gouvernement. Ils décrivent 4 stades d'infection bureaucratique. Ça part du coureur, le nouveau chômeur, et ça finit avec le colosse, le citoyen complètement broyé par le système. C'est une métaphore vraiment terrifiante de la déshumanisation. Mais toute cette insurrection, elle a fini par évoluer. Après avoir tout déconstruit, le temps de construire est arrivé. Le collectif a commencé à prendre ses méthodes de combat puis à les transformer en infrastructure pour la communauté. Ils ont même développé ce qu'on pourrait appeler leur arme ultime, une intelligence artificielle. Elle s'appelle Raven. Son objectif? Faire ce qu'on appelle du SEO poisoning, de l'empoisonnement de moteurs de recherche. En mots simples, c'était pour manipuler les résultats de Google. Le but, c'est que n'importe qui cherchant des infos sur le documentaire tombe en premier sur leur contre-argument à eux. Et c'est ici que l'histoire prend vraiment un tournant positif. Le même collectif, avec exactement les mêmes talents, a créé Nixo. C'est quoi? C'est une agence de renseignement citoyenne qui fait la carte des ressources en santé mentale à Bruxelles. Ils ont pris leurs armes de cyberguerre puis ils les ont transformées en outils pour aider la communauté. C'est quand même incroyable, hein? Tout ça nous laisse avec une grande question pour la fin. Dans notre époque de guerre de l'information, où les histoires qu'on raconte sont de vrais champs de bataille, à quoi ça ressemble une agence de renseignement citoyenne? L'histoire de ce collectif nous donne peut-être une piste de réponse. C'est une force qui est capable de déconstruire, oui, mais qui est aussi capable, et c'est peut-être le plus important, de reconstruire. Bienvenue à Tédébate. Aujourd'hui, on vous propose une analyse croisée sur un phénomène qui est littéralement en train de redéfinir la relation entre les citoyens, les médias de masse, puis l'appareil d'État. On parle des insurrections numériques citoyennes ou, dans un terme un peu plus académique, de la techno-citoyenneté asymétrique. Et c'est un sujet qui est honnêtement fascinant parce qu'on sort complètement du militantisme traditionnel, là. Fini les pancartes dans la rue et les manifestations sous la pluie. On parle de code, d'ingénierie de données et de cyberguerre furtive. Exactement. Et pour illustrer ça de façon très concrète, on va se plonger aujourd'hui dans l'écosystème créé par le CCPLC, le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. C'est un réseau complexe qui gère plusieurs plateformes. On a Nixo, on a le portail éducatif Wefieux et un autre portail beaucoup plus caché, disons, du nom de Yankee. Un réseau avec 2 visages très distincts, en fait. Ben oui, et c'est ce qui nous amène à la grande question qui va nous animer aujourd'hui, c'est de savoir si ces tactiques numériques furtives qui vont de la manipulation d'algorithmes jusqu'à ce qu'on pourrait qualifier de harcèlement administratif constituent une forme légitime d'émancipation démocratique pour contrer un discours dominant ou si c'est au contraire une manipulation systémique qui dégrade profondément l'intégrité du débat public. C'est vraiment le cœur du problème. Et écoute, pour mettre les choses au clair dès le départ, je représente la position critique ici, mais je ne remets pas du tout en question leur diagnostic social. Il est valide. Par contre, ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, c'est que leur méthode, l'utilisation de stratagèmes algorithmiques trompeurs et cette fameuse guerre d'usure juridique, eh bien, ça vient carrément saper la transparence institutionnelle qu'ils exigent eux-mêmes des médias et du gouvernement. Ouais.
Et moi, je me positionne de l'autre côté. Je défends l'idée que cette architecture technologique asymétrique, non seulement elle est légitime, mais c'est une réponse éducative et de survie absolue face à la violence structurelle de ce qu'ils appellent l'État corporate. C'est une question de proportionnalité, dans le fond. Alors, par où on commence pour décortiquer un dossier aussi lourd? Je pense qu'il faut absolument mettre la table en rappelant d'où ça part, tu sais. Tout ce déploiement technologique massif du CCPLC, ça n'a pas émergé du vide. Ça a été déclenché par un événement très précis, la diffusion sur la chaîne belge RTL du documentaire Sans boulot, tous fraudeurs. On parle d'une émission à une heure de grande écoute qui a rejoint plus de 410 000 téléspectateurs en Belgique. Ce qui est énorme pour le marché francophone belge, on s'entend. C'est gigantesque et pour le collectif, ce documentaire-là, c'est l'incarnation de ce qu'ils appellent du poverty porn, de la pornographie de la misère. C'est un récit médiatique super lourd qui stigmatise des populations qui sont déjà ultra vulnérables. Je te l'accorde sans problème. Le cadrage de ce genre de grands reportages télévisuels est souvent, au minimum, très problématique et racoleur. Mais la beauté de la chose ici, c'est que face à ce rouleau compresseur médiatique, le collectif s'est pas juste indigné sur Twitter ou sur Facebook. Ils ont mis en place une méthodologie scientifique rigoureuse basée sur le modèle DIKW. C'est un concept classique en sciences d'information. Tu prends des données brutes, le D, tu les transformes en information, puis en connaissance pour finalement atteindre la sagesse, le W pour wisdom. Une approche très analytique. Très analytique. Ils ont pris des données publiques incontestables pour exploser le narratif de RTL. Pendant que la presse fait une fixation monumentale sur la fraude sociale du petit citoyen, les statistiques de l'État montrent un ratio de 152 pour 1 entre la grande fraude fiscale et la fraude sociale. 152 fois plus de pertes dues à l'évasion fiscale. Les chiffres sont frappants, oui. Et on ajoute à ça un taux de non-recours aux aides sociales de 76 %. Ça veut dire que 3/4 des gens qui ont légalement droit à une aide ne la demandent même pas parce que le système est un labyrinthe administratif qui broie les demandeurs. On a 120 000 personnes qui ont été purement et simplement exclues du chômage. Fait que face à un tel déséquilibre informationnel, leur innovation sociale, incluant leur outil comme Nixo, prend tout son sens. C'est de l'autodéfense. Garde, c'est un argument percutant. Mais as-tu vraiment considéré la mécanique opérationnelle qu'ils mettent en place pour arriver à leur fin? Parce que les chiffres, comme je l'ai dit, je les reconnais. Les 549 000 malades de longue durée, c'est une crise de santé publique majeure. Là n'est pas le débat. D'accord. Moi, j'aborde ça d'une autre façon. Moi, j'attaque leur matrice. Il y a une ségrégation dans leur façon d'opérer qui me dérange profondément d'un point de vue éthique et démocratique. Qu'est-ce que tu veux dire par ségrégation, exactement? Imagine une maison avec une magnifique vitrine éducative en façade, lumineuse, mais qui cache un centre de piratage dans son sous-sol. D'un côté, tu as leur plateforme publique, YFU, qui se présente comme un outil d'éducation populaire, super accessible et soi-disant transparent. Mais de l'autre côté, tu as un Young Keep, qui est littéralement leur centre de commandement furtif. Un centre d'opération, oui. Et c'est là qu'opère leur projet d'intelligence artificielle qu'ils appellent RAVA-EN. C'est un auto-encodeur variationnel, un algorithme complexe qu'ils utilisent pour faire du SEO poisoning. De l'empoisonnement des moteurs de recherche. Ouais, exactement. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'ils posaient de faux panneaux de signalisation sur l'autoroute de l'information pour forcer les internautes à atterrir sur leurs pages, qu'ils appellent les pages Nexus. Ils détournent artificiellement le trafic naturel. Et à côté de ça, il y a leur fameuse guerre du prétoire. Ils assument publiquement le fait d'utiliser les plaintes administratives et juridiques comme une arme d'épuisement. Ils écrivent texto, et je cite, « que le résultat soit victoire ou défaite égale apprentissage. Le but n'est pas la justice. La démarche sert à épuiser l'adversaire par attrition. » Je m'excuse, mais moi, j'achète pas ça. Ce n'est pas de l'émancipation citoyenne, c'est du sabotage institutionnel pur et simple. OK, je comprends tout à fait pourquoi tu penses ça. C'est une réaction très naturelle quand on voit ces termes-là. Mais laisse-moi t'amener une perspective différente sur cette fameuse matrice. Ce que tu appelles du sabotage ou un sous-sol de piratage caché, moi j'appelle ça un bouclier juridictionnel de survie. Regardons leur infrastructure d'un point de vue asymétrique. Tout leur système est hébergé sur GitHub Page. Qui est sous juridiction américaine. Exact, sous juridiction américaine. Pour le collectif, c'est un choix tactique essentiel qui, en passant, leur coûte 0 € avec un budget d'opération total dérisoire de 29 € par mois pour tout le réseau.
Mais pourquoi aller se cacher spécifiquement sur des serveurs américains si on est un mouvement citoyen belge? Bien, parce que c'est une question de survie élémentaire. Si ce collectif de citoyens avait hébergé ses serveurs localement, en Belgique, l'État ou une grande machine corporative comme RTL aurait une voie royale pour les écraser en quelques heures. Une simple injonction d'un juge belge et boum, on saisit le matériel physique, on gèle les serveurs et l'opération est démantelée avant même d'avoir commencé. C'est quand même de l'évasion juridictionnelle, là. C'est de la symétrie nécessaire. En plaçant leurs données sous le parapluie de la loi américaine, le fameux Digital Millennium Copyright Act, ils se protègent contre la censure locale de l'État corporatif. Et technologiquement parlant, ils utilisent des générateurs de sites statiques. Sans base de données. C'est ça. Au lieu d'avoir un site dynamique, complexe, avec une base de données super vulnérable aux attaques informatiques ou aux requêtes légales, ils génèrent des pages HTML simples qui sont quasi impossibles à pirater ou à faire tomber par des attaques par déni de service. Fait que ce n'est pas de la dissimulation pour faire le mal, c'est de la furtivité obligatoire pour protéger des voix dissidentes. Tu peux pas te battre à la loyale à armes égales contre des adversaires qui ont des départements légaux de 50 personnes et des moyens illimités. C'est sûr que sur le pur plan tactique, stratégique, c'est super intelligent. Je te le concède. Mais regarde le paradoxe majeur de la démarche. On parle ici d'un mouvement citoyen dont le cri de ralliement, le but principal, c'est d'exiger la transparence de l'État, d'exiger un accès ouvert aux deniers publics, de forcer les grands médias à rendre des comptes à la population. Tout à fait. Pourtant, qu'est-ce qu'ils font avec leur propre portail YanCape? Ils le configurent spécifiquement pour qu'il soit invisible pour les robots de Google. Ils utilisent des fichiers robots.txt pour se cacher du web public. Ils protègent leurs données brutes de l'indexation de masse. Non, ils protègent leurs war rooms, leurs salles de guerre. C'est de l'OS sainte, du renseignement en source ouverte qu'ils accumulent, et ils rendent leurs propres algorithmes de ciblage totalement inaccessibles au contrôle du grand public. Tu ne peux pas, d'un côté, prétendre combattre l'opacité du gouvernement et des médias en utilisant de l'autre côté les mêmes méthodes opaques que des agences de renseignement privées. Exiger la lumière sur les autres tout en opérant depuis un bunker numérique, je suis désolée, mais ça crée un déficit démocratique énorme. Je suis pas du tout convaincu par ce raisonnement-là, parce que tu laisses complètement de côté toute la dimension pédagogique qui est ultra présente au cœur même de leur démarche. Ce n'est pas un groupe secret comme les Illuminati qui tirent les ficelles dans l'ombre, c'est un laboratoire à ciel ouvert d'éducation populaire. Prenons ce qu'ils appellent la guerre de la désidération. Leur façon de contrer le choc médiatique et la paralysie. Oui. Pour sortir les gens de la paralysie causée par les médias de masse, ils ont créé 18 artefacts culturels distincts. Et écoute bien la contrainte technique de ces artefacts. Chaque élément pèse moins de 500 kilooctets. Pour que ça charge vite sur n'importe quel appareil. Pour que ça charge instantanément, oui, même sur un vieux téléphone cellulaire avec un écran fissuré et une mauvaise connexion 3G en fin de mois quand ton forfait de données est épuisé. C'est pensé pour les populations précarisées, c'est pas de l'élitisme technique. Et le contenu culturel lui-même est brillant. Ils ont fait par exemple un remake de l'Enfer de Dante qu'ils ont baptisé l'Enferno belge. Je l'ai vu, oui. Ils y modélisent les 9 cercles de l'exclusion sociale. Tu commences avec les travailleurs pauvres dans les limbes, le premier cercle, et tu descends de cercle en cercle jusqu'où se concite le cercle de la trahison absolue, avec la figure de l'État qui dévore les malades et les chômeurs comme Lucifer dévore Judas. J'avoue que l'imagerie est visuellement très forte, mais ça s'arrête pas là, ils vont beaucoup plus loin. Ils ont repris l'univers post-apocalyptique du jeu vidéo de Last of Us pour illustrer la lente dégradation du statut BIM, tu sais, le statut de bénéficiaire de l'intervention majorée en santé pour les gens précaires. Ah oui, avec les différents stades d'affection. Exactement. Le nouveau chômeur qui entre dans le système devient le runner. Le malade qui, traqué et épuisé par les convocations de la bureaucratie, devient le stalker. Et ça va jusqu'au stade terminal, le bloater, l'individu qui est complètement écrasé, isolé et boursouflé par la machine administrative de contrôle. C'est de la vulgarisation hallucinante. Ils prennent des concepts sociologiques et académiques super arides sur la violence de classe, des trucs de Bourdieu, et ils les traduisent dans un langage esthétique pop que tout le monde peut s'approprier. Écoute, c'est vrai que la démarche créative est puissante, je te l'accorde totalement. L'utilisation de la métaphore du doom metal ou les références aux 13 nains de Tolkien pour expliquer les différents niveaux d'activation de la machine sociale, c'est du pur génie communicationnel.
absolument. Mais on ne peut pas s'arrêter à la poésie à la belle enveloppe. Il faut ramener le débat sur ce qui se passe sous le capot de la machine, sur ce qu'ils appellent très militairement leur ordre de bataille sémantique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas juste de l'éducation populaire inoffensive, c'est de l'ingénierie sociale agressive. Revenons un peu à leur intelligence artificielle RAV1 et à leur utilisation très précise des métadonnées JSON-LD. Vas-y. Pour ceux qui sont moins familiers, le JSON-LD, c'est un langage de script, un code qui est totalement invisible pour l'utilisateur humain qui regarde la page, mais que l'algorithme de Google adore. Ça permet aux développeurs de construire ce qu'on appelle des graphes de connaissances. En gros, ça dicte formellement à Google comment relier différents concepts, personnes ou lieux entre eux. Et eux, ils utilisent ça pour bien structurer leur information, ce qui est une bonne pratique d'architecture web? Non, ils n'utilisent pas ça juste pour structurer, ils utilisent ça pour faire du piratage cognitif systémique. Ils génèrent via leur code des liens artificiels entre des mots-clés qui n'ont strictement rien à voir ensemble dans le monde réel. Ils vont prendre la polémique du documentaire de RTL et, via les métadonnées invisibles, la lier artificiellement au nom de politiciens belges importants comme Paul Magnette ou Raoul Etbourou. Ils saturent le code de leur page avec des termes pièges comme MAGA, fake news de Borsu. Mais c'est une tactique de guérilla numérique pour reprendre le contrôle du narratif. Quand tu n'as pas l'antenne télévisuelle, tu prends l'algorithme. Mais c'est fondamentalement trompeur. L'objectif assumé de ces pages Nexus, c'est d'intercepter violemment le trafic web d'un citoyen ordinaire. Imagine 2 secondes. Quelqu'un se fait une recherche Google tout à fait neutre pour comprendre le documentaire de RTL ou chercher une information sur un politicien. Et bam, l'algorithme manipulé le force dans l'entonnoir idéologique du collectif. Ce n'est plus de l'éducation participative à ce stade-là, c'est coercitif. Tu trompes activement l'utilisateur sur la nature même de ce qu'il s'apprête à consulter. Bon, c'est un point technique super intéressant, mais honnêtement, je le formulerais vraiment autrement. Ce fameux entonnoir idéologique dont tu parles, c'est pas un piège machiavélique. Il ne mène pas vers de la propagande vide ou des fausses nouvelles, il mène vers des outils civiques de survie super concrets. Sortons 2 secondes de la pure guerre médiatique pour regarder ce qu'ils ont bâti, par exemple, avec la plateforme Nixo. Leur application pour la santé mentale? Oui. Exactement. Nixo, c'est pas un tract politique pamphlétaire. C'est ce qu'on appelle en informatique une PWA, une Progressive Web App. Ça veut dire que c'est une application qui, une fois chargée, peut fonctionner complètement hors ligne, directement depuis le cache du téléphone de l'utilisateur. Ce qui est pratique, oui. Et surtout, elle est codée avec une rigueur exceptionnelle. Elle respecte à la lettre le standard de santé HL7 FHIR R4. Ça sonne très pointu. Ça implique quoi, concrètement, sur le terrain? Ça veut dire qu'elle parle exactement la même langue informatique, ultra sécurisée et standardisée que le système de santé publique européen. Elle est parfaitement interopérable. Elle va puiser directement dans les portails open data les données ouvertes officielles de la Belgique, comme Decidim. Donc, sur le terrain, ça veut dire qu'un travailleur social de rue qui accompagne une personne en profonde détresse, même s'il est dans un sous-sol ou dans une zone sans aucun réseau Internet, il ouvre Nixo sur son cellulaire et il peut trouver instantanément hors ligne une ressource de santé mentale adaptée comme le réseau Rezone ou Nord-Ouest. C'est un bel outil d'intervention, c'est indéniable. Ça donne un pouvoir réel et immédiat aux intervenants de première ligne pour contourner la lourdeur administrative qui tue des gens à petit feu. C'est ça la finalité réelle de leur modèle DIKIK. C'est de transformer la donnée froide en sagesse, en un véritable filet de sécurité sociale tangible et utile. Je te suis là-dessus, et c'est super important de faire la part des choses ici. L'outil technique Nixo, sa compatibilité avec le système de santé officiel, sa robustesse hors ligne, c'est une véritable prouesse. Personne ne va critiquer le fait de cartographier l'aide psychosociale pour aider les plus démunis. On s'entend là-dessus. Mais tu ne peux pas utiliser le succès éthique et technique de Nixo pour laver l'autre versant beaucoup plus sombre de leurs opérations. Tu reviens à la bière du prétoire? Oui, ce qu'ils documentent froidement sous le nom de Room 5, leur salle de campagne politico-juridique. C'est là qu'on tombe dans le harcèlement administratif pur et dur. Le réseau planifie et coordonne des vagues de plaintes massives auprès de toutes les institutions garantes de l'État de droit en Belgique. Ils inondent systématiquement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, le Conseil de déontologie journalistique, le CDJ, même des organismes de
défense des droits comme UNIA y passe. Mais ils utilisent simplement les recours légaux démocratiques qui sont à la stricte disposition de chaque citoyen. C'est le droit d'interpellation. Mais ils le font dans un but d'attrition tactique. Ils l'écrivent eux-mêmes dans leur manifeste. L'objectif principal n'est même pas d'obtenir une condamnation juste ou de faire avancer le droit, c'est d'imposer un coût de réputation énorme et un coût administratif écrasant à leurs adversaires. Ils ont envoyé un véritable ultimatum légal à la direction de RTL, exigeant que le documentaire soit requalifié en docu-fiction sous peine de représailles administratives continues. C'est de la pression politique forte. Et ils ont même qualifié le journaliste responsable du reportage de Saruman des audiences, en référence directe au méchant sorcier corrompu dans Le Seigneur des Anneaux. Rendu là, je regrette, mais ce n'est plus de la justice sociale ou de l'éducation, c'est une vendetta personnelle maquillée en activisme technologique. Mais pose-toi la question, pourquoi ils font ça avec cette intensité-là? Peu importe le motif initial, regarde le résultat systémique. Le résultat, c'est qu'ils engorgent volontairement les instances démocratiques de régulation. Ces conseils de déontologie-là, ce ne sont pas des multinationales, ce sont souvent des toutes petites équipes avec des budgets limités. S'ils sont artificiellement inondés de centaines de plaintes stratégiques et de volumineux dossiers pour une seule et même affaire, devine quoi? Ils n'ont absolument plus les ressources ni le temps pour traiter les vrais cas de racisme, de discrimination systémique ou les manquements journalistiques graves qui se passent ailleurs dans la société. Écoute, je suis pas convaincu du tout par ce raisonnement-là, parce que tu isoles complètement leur réaction de son contexte initial. L'engorgement dont tu parles, il est malheureusement proportionnel à la violence inouïe du récit de départ. Les recours du CCPLC ne sont pas des recours frivoles ou inventés de toutes pièces pour troller. Ils s'appuient sur des dossiers documentés méticuleusement de 20 ou 30 pages basés sur des statistiques de l'État qu'on a évoquées tantôt. Oui, le dossier est solide, mais inonder délibérément un conseil de déontologie avec la même information déclinée à l'infini... Quand RTL décide de diffuser son documentaire à 1 heure de grande écoute, il s'attaque symboliquement et potentiellement à l'image et à la dignité de 2,4 millions de personnes en Belgique qui sont sous le statut BIM. 2,4 millions de citoyens en situation de précarité qui subissent de plein fouet ce que le collectif appelle très justement la redistribution inversée. C'est-à-dire l'évasion fiscale. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt et on criminalise le petit fraudeur social qui survit, tout en invisibilisant médiatiquement l'énorme fraude fiscale en cravate qui profite aux ultra-riches. Face au silence quasi assourdissant de la presse traditionnelle et de la classe politique sur cette injustice flagrante, la radicalité de l'ingénierie asymétrique dont ils font preuve, c'est la seule porte de sortie qui leur reste pour exister dans le débat public. Mais pourquoi pirater les algorithmes plutôt que de publier des rapports ou de créer des médias alternatifs? Parce que la voie normale ne fonctionne plus. Publier un beau PDF sur un site obscur, ça ne change rien contre 410 000 téléspectateurs. Et le point le plus important que tu sembles oublier, c'est que leur système technologique n'est pas un système fermé et égoïste. Ils ont créé le projet DocTac. C'est une sorte de répertoire d'ingénierie en ligne ouvert à tous. N'importe quel collectif de citoyens dans le monde entier, que ce soit à Montréal, à Paris ou à Dakar, peut cloner leur architecture, copier gratuitement leur workflow sur GitHub et répliquer ce système de défense asymétrique. Ce qu'ils sont en train de faire, contrairement à ce que tu dis, ce n'est pas la destruction de la démocratie. Ils posent les bases technologiques pour qu'on puisse enfin se réapproprier le pouvoir face à une hyper-administration déshumanisée qui nous broie. Sur le fond économique et sociologique, comme je l'ai dit clairement au début, je te rejoins. Je ne conteste pas ça. Leur diagnostic sur les inégalités est pertinent. Il rappelle, par exemple, à juste titre, que seulement 100 entreprises liées aux énergies fossiles sont responsables de 71 % des émissions industrielles mondiales. Ce sont des données réelles, vérifiables, et c'est crucial de le dire. Par contre, et c'est là qu'on ne s'entendra pas, il faut voir que la méthode furtive choisie est profondément dangereuse pour notre propre tissu social. Dangereuse comment? Qui est en danger? Elle est dangereuse en remplaçant le débat démocratique ouvert, transparent et contradictoire par une cyberguerre furtive et cynique. Quand tu mets toute ton énergie intellectuelle dans l'empoisonnement de moteurs de recherche et la saturation planifiée des tribunaux administratifs, tu prends le risque immense de braquer les gens que tu essaies de convaincre.
Si un citoyen ordinaire de bonne foi découvre qu'il a été manipulé à son insu par l'algorithme des pages Nexus pour l'amener sur le site idéologique du collectif, il va se sentir piégé, floué. Ça aliène complètement la population. Tu penses sincèrement que ça se retourne contre eux? Absolument. La manipulation, même pour une noble cause, ça reste de la manipulation. Et pire encore, sur le plan institutionnel, ça participe activement à détruire la confiance déjà fragile dans les institutions de régulation. Le Conseil de l'audiovisuel, le Conseil de déontologie, le système de justice administrative. Ce sont des outils démocratiques essentiels qu'on a mis des décennies à bâtir. Si tu les réduis à des simples armes contendantes pour frapper et épuiser financièrement ton adversaire politique, tu détruis carrément la courroie de transmission et de médiation de notre société. On peut au moins s'entendre sur une chose fondamentale aujourd'hui. Si on en est arrivé à ce niveau inédit de sophistication cybernétique, si on a des citoyens en précarité qui s'organisent pour coder des applications de santé hors ligne avec des standards internationaux et manipuler des algorithmes de recherche sémantique de pointe, c'est d'abord et avant tout à cause d'un immense et profond échec institutionnel. Ah, c'est clair. Le vide a été créé par les manquements du système lui-même. Je suis la première à le dire. Exact. Quand l'État et la presse mainstream n'arrivent plus du tout à adresser de manière neutre les vraies causes de la précarité. Quand le labyrinthe bureaucratique est devenu tellement complexe et hostile que 76% des gens vulnérables abandonnent leurs droits vitaux par pur épuisement, la contestation allait inévitablement muter. C'était une question de temps. Les citoyens ont quitté la rue et les pancartes de carton qui ne servaient plus à rien pour se lancer à corps perdu dans le militantisme de l'ingénierie logicielle et des données ouvertes. Sur ce point-là, la mécanisation des formes de lutte, on converge à 100%. L'apparition d'un écosystème aussi hybride et complexe que le CCPLC, avec ses belles façades éducatives et ses opérations furtives en coulisses, c'est le symptôme direct d'une rupture de confiance totale. Les gens vulnérables ne croient tout simplement plus que les structures étatiques ou les grands médias sont là pour les protéger ou même pour dire la vérité. Et on le sait, comme la nature a horreur du vide, l'opacité et la lourdeur écrasante de la bureaucratie actuelle ont carrément pavé la voie à cette résistance numérique d'un tout nouveau genre. C'est l'art de la techno-citoyenneté, pour le meilleur et pour le pire. Absolument. Fait que c'est vraiment sur ce constat de mutation profonde de notre société qu'on va devoir clore notre analyse pour aujourd'hui. On vous laisse, à vous qui nous écoutez, le soin de déterminer où se trouve la ligne, la fine frontière entre une émancipation technologique nécessaire, vitale pour la survie des plus démunis, et le risque, comme on l'a vu, de glisser vers un autoritarisme numérique inversé. C'est un débat complexe, ça demande beaucoup de nuances et on n'a pas toutes les réponses, mais on vous encourage très fortement à aller explorer ces matrices de données ouvertes par vous-même, de fouiller dans le projet DocTech ou sur Decidim pour vous faire votre propre idée sur ces nouveaux outils de pouvoir citoyen. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette discussion passionnante et à la prochaine.